Et merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de votre grand angle. Voilà, et en ce 14 juillet 2021, les Français ont vu défiler leur armée sur les Champs-Élysées, une armée qui change de tête avec le départ du général Lecointre dans quelques jours, remplacé comme chef de l'état-major des armées par le général Burkhard. Un changement alors que l'opération Barkhane se termine au Sahel, normalement au premier trimestre 2022. Une armée française confrontée à de nombreux défis. On en parle avec nos deux invités. Elie Tannenbaum, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI. Vous avez publié il y a 2 mois à peu près, c'est cela, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXe siècle chez Robert Laffont. On est aussi en direct avec Federico Santopinto, spécialiste des questions de défense et chargé de recherche au GRIP, qui est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Alors merci à vous deux d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. D'abord, ce changement à la tête des armées, que signifie-t-il? Honneur à l'invité en plateau, Elie Tannenbaum. Bonjour. Alors le changement du général Lecointre au général Burkhard ne doit pas être surinterprété. Le général Lecointre était arrivé au terme d'un mandat extrêmement riche. On se souvient qu'il était arrivé dans un contexte un petit peu difficile au même moment que Emmanuel Macron s'installait dans son poste de chef des armées. Et il est courant que les généraux, au-delà de 4-5 ans, prennent leur retraite. Alors, on en a parlé dans la première partie, on a dit aussi qu'il voulait partir. Il n'a pas été poussé vers la sortie, pas du tout? Non, il n'y a pas de raison particulière politique à son départ. En revanche, c'est vrai qu'il arrive à la fin d'un cycle, vous l'avez dit, à la fin d'une opération Barkhane qu'il avait portée largement. Il n'y a pas eu de désaccord fondamental entre le président de la République et le chef d'état-major des armées, comme ça avait pu être le cas auparavant, bien sûr. Absolument. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nouveaux défis à préparer. Il y a un nouveau quinquennat qui s'annonce. Et pour ça, un nouveau chef d'état-major des armées faisait pleinement son sens. Alors, Federico Santopinto, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? On est dans un changement de cycle, clairement, là, à la tête de l'armée française? Oui, je suis d'accord avec l'analyse. Bonjour, avant tout. Effectivement, je pense que la France essaye maintenant de réorienter son armée et ses activités militaires vers les nouvelles menaces qui se développent progressivement dans le monde. Et on a bien entendu dans les mots du président de la République, mais aussi du général Lecointre, que la France tente de préserver cette armée complète qu'elle a. Et elle essaye aussi de faire face aux puissances émergentes et à la possibilité qu'il y ait de nouveaux conflits interétatiques, chose qui semblait avoir être un peu disparu des radars au cours des dernières années, mais qui pourrait revenir avec l'évolution du contexte géopolitique. Vous parlez de quel conflit, justement, là? Bon, disons qu'après la fin de la guerre froide, on pouvait penser que les menaces étaient essentiellement asymétriques, ou en tout cas des menaces liées au terrorisme, à des formes de violence périphériques. Aujourd'hui, on peut constater que nous avons de nouvelles puissances qui s'affirment, des anciennes puissances comme la Russie qui reviennent sur la scène internationale de manière plutôt agressive. Il y a des tensions en Méditerranée orientale avec des pays qui sont censés être nos alliés, mais qui peut-être ne se comportent pas tout le temps comme des alliés. Et donc, ce contexte géopolitique semble nous faire penser que l'hypothèse qu'on puisse faire face dans le futur à des menaces interétatiques et à des conflits de haute intensité devient de nouveau plus crédible de ce qu'elles étaient dans le passé. Et donc les armées doivent s'adapter à ces types de conflits hypothétiques, évidemment, et ne pas se concentrer uniquement sur des conflits périphériques contre le terrorisme, par exemple, ou dans des missions de projection dans des théâtres plus lointains. Bon, on va écouter justement aussi celui qui va remplacer d'ici une semaine le général Lecointre, le général Burkhard. On va l'écouter justement quand il prenait la tête des armées de terre et vous allez voir quelle était sa vision des choses. Écoutez. Quelle est mon ambition pour l'armée de terre? La France doit disposer d'une armée de terre durcie, prête à faire face aux chocs les plus rudes. L'armée de terre doit être intégratrice, puissante et résiliente. Il nous faudra être prêts d'emblée. C'est notre objectif. Nous devons forger des hommes capables de combattre dans les champs les plus durs de la conflictualité. Nous allons progresser dans 4 grandes directions avec 4 objectifs stratégiques qui concernent nos hommes, nos capacités, notre entraînement et la simplification de notre fonctionnement.
Alors, on vient d'entendre le général Burkhardt, qui sera bientôt le chef d'état-major des armées en France. La France doit disposer, je cite ces mots, d'une armée de terre durcie, prête à faire face aux chocs les plus rudes. Elie Tenenbaum, elle était molle, l'armée française, avant son arrivée? Non, elle n'était pas molle, mais comme on vient de le dire, on sort d'un cycle long de 20 à 30 ans où les armées françaises comme occidentales ont été impliqués dans des conflits fondamentalement asymétriques face à des adversaires qui n'avaient pas du tout les moyens matériels qui étaient les nôtres. En 2001, les attentats du 11 septembre, il y a 20 ans, c'était en 2001 également que la Chine rentrait à l'OMC. Pendant ces 20 années où nous avons été engagés dans des conflits de lutte contre le terrorisme, la Chine a multiplié par 10 son PIB, son produit intérieur brut, s'est enrichi et a complètement transformé son appareil militaire. C'est le cas de la Chine, mais c'est le cas de tout un tas d'autres pays. La Russie a réformé entièrement son appareil de force, etc. Et donc aujourd'hui, on voit arriver des compétiteurs stratégiques, sinon des adversaires dans certaines régions du monde, qui ont des capacités qui n'ont rien à voir avec celles des adversaires qu'on a eus pendant 20 ans. Vous parlez excusez-moi, je vous interromps. Vous parlez de compétiteurs. Dans quelle compétition s'inscrit-on réellement? De quoi parle-t-on précisément? C'est une compétition à la puissance pour transformer la donne de l'ordre international. Un certain nombre d'États, nous avons encore un ordre international qui est fondé très largement sur les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Là, on n'est pas dans le soft power du tout. Enfin, en même temps, on monte des bras, on fait des opérations. Eh bien, vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent de remettre en cause les donnes de l'ordre international. Vous avez la puissance militaire, vous avez également des formes d'intimidation, vous avez des actions indirectes, on parle de stratégie hybride également, de la lutte informationnelle. Tout ça fait partie aujourd'hui des outils qui sont à la disposition des différents États-puissances qui pourraient être tentés de réviser cet ordre international en leur faveur. Federico Santopinto, justement, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est dans cette optique-là aussi de réviser la stratégie militaire de la France? Vous avez cette analyse-là également? Je ne sais pas s'il veut réviser complètement la stratégie militaire de la France, mais je pense on est face à des nouvelles de menaces qui étaient en réalité attendues. Elles sont nouvelles, mais elles étaient attendues. Par exemple, la montée de la Chine sur la scène internationale, c'est un fait. On ne peut pas dire que ce soit une surprise. Voilà, oui. C'est ce que je vous disais, c'est pas une surprise, oui. C'est pas une surprise, mais bon, aujourd'hui, on est arrivé au jour J, donc on est arrivé au moment où la Chine est devenue une superpuissance. On ne peut plus la considérer comme une puissance émergente, c'est une puissance de fait. Donc je pense que la France accélère un processus de transformation qui vise à rendre la France et l'Europe et l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Macron mise beaucoup sur l'intégration européenne, en tout cas sur l'Union européenne pour faire face à ces menaces. Il essaye maintenant de les adapter à cette nouvelle réalité. On est arrivé au moment où la Chine est devenue cette puissance qu'on craignait, et on constate aussi que d'autres puissances régionales semblent émerger ou réémerger. La Russie, dans le cas de la Russie, elle réémerge. Dans le cas de la Turquie, on constate aussi qu'elle a des ambitions qui peuvent quelquefois ne pas être forcément en adéquation avec les pays de l'Union européenne. Et donc, la France doit réadapter son outil militaire à cette nouvelle configuration géopolitique. Mais Elie Tenenbaum, justement, la question de l'Europe, elle est, à mon avis, stratégique et fondamentale. C'est-à-dire que on en parle comme d'un serpent de mer depuis des dizaines d'années, mais une vraie force européenne. On sent aussi qu'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il souhaite. C'est aussi ça, le désengagement de Barkhane, c'est dire aux autres forces européennes et occidentales, venez avec nous, on ne veut plus être tout seul. Oui, c'est européaniser autant que possible les efforts de défense et la France, d'autant plus depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni, est aujourd'hui, de manière très très nette, la première puissance militaire de l'Union européenne. Et on se repose beaucoup sur elle, pour être très clair, non ? On se repose sur elle, et puis on se repose surtout sur les États-Unis, parce qu'il faut bien dire ce qui est. La majorité des membres de l'Union européenne sont aussi des États membres de l'OTAN, et l'assurance vie pour la plupart de ces pays-là, elle repose non pas sur la France, mais sur la garantie de sécurité des États-Unis. Et de ce point de vue-là, la France a toujours eu une position un petit peu à part, avec sa propre dissuasion nucléaire, avec son concept d'autonomie stratégique, qui la rendait très à part en Europe. Et c'était effectivement le travail d'Emmanuel Macron pendant
ces 4, bientôt 5 années, d'essayer de convaincre les Européens d'adopter ce concept d'autonomie stratégique. Il les a convaincus ou pas alors? Il les a en partie convaincus. Il y a les travaux actuels de la boussole stratégique de l'Union européenne qui vont être une sorte de grand livre blanc sur les questions de sécurité et de défense au niveau européen. Et la notion d'autonomie stratégique a été acceptée dans la mesure où il ne s'agit pas d'une indépendance ou d'une dissociation vis-à-vis des États-Unis, mais d'un certain degré d'autonomie, précisément ce que c'est. Et évidemment, pendant les années Trump, les Européens se sont rendus compte que l'alliance avec les États-Unis n'était pas toujours quelque chose de donné, au moins dans ces mesures. Les choses changent un petit peu avec l'arrivée du président Biden, qui évidemment fait les yeux doux aux Européens. On l'a vu dans sa première tournée européenne au moment du sommet de l'OTAN. Et même donc, si les Européens restent malgré tout circonspects, ils savent bien que c'est... Voilà. Absolument. Et d'autant qu'ils savent que la priorité des Américains, les Américains ne cessent de le dire, c'est désormais la Chine, ce qu'ils appellent l'Indo-Pacifique, et face à la Russie, face aux menaces en Méditerranée immédiates qui peuvent être aux portes de l'Europe, eh bien c'est sur la France et sur ses partenaires européens qu'il va falloir compter. Federico Santo Pinto, la solution en tout cas pour exister de l'Europe, c'est d'être européen au niveau militaire, selon vous aussi, justement face à la Chine et aux États-Unis? Je le crois, effectivement. Je pense que l'intégration européenne, et pas seulement la coopération européenne, parce que ce sont deux choses différentes, est indispensable si l'Europe veut compter dans le monde, ne veut pas devenir une grande Suisse dans le monde. Vous avez parlé tout à l'heure de l'autonomie stratégique. Effectivement, c'est un concept français qui a été exporté en Europe, on va dire. Mais il est vrai que ce concept a avancé. Il a été reconnu surtout en période de Donald Trump, pendant le mandat de Donald Trump. Mais c'est un concept qui crée beaucoup de scepticisme aussi en Europe, notamment par les pays d'Europe centrale, la Pologne et les pays baltes, qui craignent que ce soit une façon un peu pour la France de tirer les pays européens vers elle contre les États-Unis. Et on constate aussi qu'en Allemagne, bien qu'on ait soutenu ce concept, on est un peu plus froid maintenant parce que les Allemands espèrent qu'avec l'élection, avec le mandat de Biden, les États-Unis puissent de nouveau garantir la sécurité du continent européen. Et on a un peu l'impression que depuis que Biden a été réélu, la notion d'autonomie stratégique en Europe n'est plus perçue si urgente qu'elle l'était sous le mandat de Donald Trump. Merci Federico Santo Pinto pour cette analyse. Merci Elie Tenenbaum. On comprend que rien n'est gagné pour le moment. En tout cas, rien n'est acquis. Merci à vous deux d'avoir été avec vous. Je rappelle votre livre, Elie Tenenbaum, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXe siècle. C'est publié 21e siècle, pardon. J'ai fait l'erreur tout à l'heure aussi. Et c'est publié chez Robert Laffont. Merci à vous d'avoir été avec nous, et vous pouvez aussi aller sur notre site tv5monde.com pour retrouver le portrait du général Burkhardt.